Il est attendu celui-ci, hein. Le coup tordu du vélo, du cyclisme, le coup tordu, le fameux podcast des passionnés pour les passionnés, le 284e épisode du coup tordu, des interviews et des previews. On se retrouve non pas pour la grande preview, mais pour les 5 grandes previews du Giro 2025 avec la Tib, avec Phoenix. On vous fait 5 épisodes consacrés à ce Giro. On va parler bien évidemment du parcours, du classement général. On va parler des électrons libres. On va parler du maillot cyclamen, on va parler du classement du meilleur grimpeur et on va parler du Team Classification et bien évidemment la Dream Team du coup tordu. Alors là, il s'apprête à vivre sa meilleure vie, Monsieur Enzo alias Phoenix dans le coup tordu. Ça va mon Phoenix ? Ça va super bien. Le Giro commence bientôt et pour la première fois depuis un bon moment, je trouve qu'on a une start list vraiment excellente. L'année dernière, il y avait Pogačar, c'était super, mais derrière, tu savais très bien comment ça allait se terminer. Là, on va avoir 2 favoris, mais pas des favoris à la Pogačar ou à la Vingegaard, tu vois. C'est des mecs où on sait qu'il peut y avoir un jour sans. Alors, probablement que la victoire leur échappera pas, mais il y a une dizaine de mecs derrière qui tapent à la porte pour un top 3, un top 5, et ça va être super intéressant, je pense. Et lui aussi, il tape à la porte. Il est là pour ce grand Giro 2025, cette grande preview. Monsieur Thibaut, alias Latib, comment va mon Thibaut ? Il va super bien parce que on va enfin profiter d'un grand tour sans Voldemort. Ils sont chauds. Bon les gars, moi je vous propose qu'on attaque direct dans le vif. Hein. On parlera actualité vélo dans d'autres épisodes. Hein. Il se passe plein de choses de toute façon et il va se passer plein de choses. Moi je voulais qu'on débute. C'est mon moment préféré de la saison dans le coup tordu. Enzo, je vais te laisser la main pour le parcours. Voilà, tu as tout ton temps pour c'est une balade chaque année ce moment-là, c'est une balade à travers les paysages, à travers les routes italiennes, à travers les paysages, les montagnes et même cette année sur les routes d'Albanie. Enzo, je te laisse la main, décris-nous ce parcours du Giro 2025. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse s'attarder un petit peu plus sur certaines étapes qui ont l'air intéressantes, qu'on passe un peu vite sur les sprints, mais qu'on puisse en discuter aussi un petit peu tous les trois, parce que je sais que vous avez de votre côté aussi regardé un petit peu le parcours, si ça vous dit qu'on fasse comme ça. On fait comme on veut, Enzo. Là, c'est le Giro, c'est ton grand tour, c'est toi qui décides. Non, bon, écoute, on va commencer du coup en Albanie cette année. 3 étapes, 2 étapes en ligne et un chrono. Le chrono, 2e étape, on n'en parle pas trop honnêtement, 13 bornes, une petite bosse de rien du tout au milieu. Ce sera pour les spécialistes, tu feras pas d'énormes écarts. Par contre, les 2 étapes en ligne sont plutôt intéressantes. Ça va pas être des sprints tout bêtes, c'est-à-dire ça va pas être des sprints tout court au sens où on peut l'entendre. La première, t'as une sorte de petit circuit dans Tirana, la capitale, avec la double ascension de Surel. Alors pardon aux Albanais pour la prononciation, c'est certainement pas comme ça. 5 km à 5,3%, ce qui est pas excessif, mais probablement assez et surtout très proche de l'arrivée à moins de 11 km. Donc assez pour faire sauter les vrais sprinters et pour garder les punchers, les mecs du général et des gars à la Van Aert, Pedersen. Donc là déjà ici on pourrait avoir un petit truc intéressant, une première étape intéressante déjà dès le départ. Donc ensuite le chrono, voilà, il n'y a rien d'autre à en dire. La 3e étape, là on va avoir un petit morceau bien sympa à 40 km de l'arrivée. Une côte de 10 km à 7,5%, 11 km à 7,4% de moyenne, à 40 bornes de l'arrivée. Du coup, on peut imaginer qu'ici, ça va bien serrer la vis. Les sprinters, ça va être très compliqué pour eux, même s'il reste 40 km derrière. À voir. On peut avoir une belle chasse entre par exemple, Lidl Trek et Visma qui voudraient continuer de visser, et des équipes style Alpecin pour Groves, Cofidis pour Fretin. Ça peut être sympa aussi. Voilà, donc les 3 étapes en Albanie peuvent vraiment apporter un petit truc. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut. Parce que ce qu'elle t'inspire, c'est au moins les 2 étapes en ligne. Ouais, non, les 2 étapes en ligne. Encore la première, moi j'y crois moyen. Quand tu parles de pur sprinter, est-ce qu'on en a vraiment sur ce plateau ? Là est la question. Donc, mais la 3e est séduisante sur le papier en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Sur la première, je pense que un mec comme Coy en forme et Groves en forme, je pense qu'il la passe cette côte. Après, ils seront plus émoussés, plus entamés au moment du sprint qu'un Pedersen et qu'un Van Aert.
Mais bon, au moins le tracé est sympa. C'est pas du sprint tout bête. Par contre, quand on arrive en Italie pour la 4e étape, à Lecce, là on aura un sprint classique, donc on va passer dessus. 5e étape, arrivée à Matera. Alors là, le profil du final est peut-être un peu trompeur. En tout cas, ce que j'ai vu sur Pro Cycling Stats est très trompeur. On a l'impression que les mecs vont grimper un col. Ouais, 4 fois le mur de oui, on a l'impression. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas simple, mais on est très loin de ça quand même. Alors en fait, Matera, c'est une arrivée qui a été utilisée la dernière fois en 2020. Et c'est Desmar qui s'était on avait parié à Arnaud Desmar sur le fait qu'il passe le final. Ouais. Et du coup, il était passé et il s'était imposé. Et c'était même plutôt bien imposé. Du coup, quand on regarde le final avait rien à voir. Alors si, les 7 derniers kilomètres étaient les mêmes. D'accord. Par contre, ce qui n'avait rien à voir, c'était l'approche. Oui. L'approche qu'il va y avoir de Matera, donc les 15-20 km qui précèdent, sont en revanche les mêmes qu'il y a 25 ans, là où Cipollini s'était imposé. Le final était plus simple, mais l'approche était aussi compliquée que là. Donc en fait, on a un mix du plus compliqué dans l'approche et du plus compliqué dans le final. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que en 2025, on a des sprinteurs qui sont très polyvalents. Par exemple, pour moi, un Groves et un Coy, ça peut être dans le final. Ce sera peut-être trop fatigué pour gagner, mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour être dans le final. Surtout que l'ascension qui se trouve à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, elle est assez courte, je crois, c'est 2,5 km à 8%, mais en fait, c'est une longue ligne droite très large. T'as pas d'épingle, t'as pas de gros changements de rythme. Ça fait un petit peu comme ce qu'on peut trouver sur les cols en Suisse, sur le Tour de Suisse. Tu sais, où parfois t'as des gros pourcentages, mais c'est vraiment un boulevard, c'est un billard, le truc, c'est une grosse ligne droite. Donc en vrai, c'est assez compliqué de décrocher des gens, sauf à attaquer. Donc si on a des attaques peut-être, mais si on emmène un gros train, et alors en plus, imaginons que le vent soit de face, je suis pas certain qu'on puisse décrocher tout le monde. Mais on fatiguera les sprinters. Donc on va avoir un sprint un petit peu étrange à Matera, mais on aura un sprint quand même, selon moi. À Matera, il y a toujours eu des sprints. 6e étape, on arrive à Naples. Là, l'étape est un peu séparée en deux parties. Tu as les 140 premiers kilomètres qui sont plutôt vallonnés. Pas d'énormes difficultés, mais assez pour permettre à une échappée de prendre un peu de large. Et par contre, après, les 65-70 derniers kilomètres, c'est du plat. L'étape a même été rallongée dans le final de 17 kilomètres pour qu'on soit bien sûr qu'il y ait un sprint à Naples. Tu vois. C'est un peu dommage vu la région. Je pense qu'il y avait un truc sympa à faire, surtout quand on va suivre deux sprints. Mais bon, voilà, c'est normalement, sauf accident, on devrait avoir un sprint à Naples. Si je peux me permettre un petit commentaire. Le rajout est dommage parce que en plus ça aurait permis à sans doute à une Lidl Trek et une Alpecin d'essayer de mettre en difficulté un Olaf Koy et à essayer de glisser le plus possible. Donc là, est-ce que ça va pas laisser la main à la Visma Lease Bike sur cette étape peut-être? Ouais, non, en fait, voilà, c'est surtout que je me suis planté, c'est qu'à la base, le sommet de la dernière ascension était placé à 65 km de l'arrivée. Là, il est à plus de 80. Donc, autant dire, et c'est un peu de descente et surtout très très plat derrière. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'organisation voulait qu'il y ait un sprint à Naples. En tout cas, ils ont tout fait pour. C'est un peu dommage, mais tant pis. 7e étape, première arrivée au sommet, avec une arrivée inédite à Tagliacozzo. Et là, alors, tu regardes, tu as 12 km à 5,5%, ce qui n'est pas excessif, mais quand tu regardes la gueule des 3 derniers kilomètres, c'est 3 km à plus de 10% dans la dernière ascension. Avant ça, tu auras 2-3 ascensions répertoriées, la plus grosse en plein milieu de l'étape, 21 km à 4%, c'est rien d'excessif, en tout cas rien qui devrait permettre au leader de bouger avant. Et ce qu'il faut savoir sur le Giro, si je dis pas de bêtises, c'est que sur les 10 dernières années, 9 fois, un membre de l'échappée s'est imposé lors de la première arrivée au sommet. La seule fois où c'est pas arrivé, c'était l'année dernière au sommet d'Europa, avec Pogacar. Du coup, statistiquement, je pense qu'on peut dire que c'est une belle étape pour les baroudeurs. En tout cas, les leaders devraient attendre, je pense, ces 3 derniers kilomètres si vraiment ils veulent essayer de se tester un petit peu. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de les voir chasser, sauf à vouloir garder quelqu'un avec une équipe et le maillot rose et qu'ils veulent absolument le garder. Mais on va dire avant le départ de la course, quand je regarde cette 7e étape, pour moi c'est l'étape parfaite pour voir justement un grimpeur de 2e, 3e catégorie aller chercher le maillot rose en échappée au sommet de Tagliacozzo. Je sais pas si Thibaut t'es d'accord avec moi là-dessus.
Moi, je vois un autre scénario, mais oui, favorable à l'échappée pour le coup. Tu t'imagines quoi, toi, plutôt ici? Le lieutenant. Wood Van Aert qui a déjà le maillot rose, et pour le défendre, quelle meilleure défense que l'attaque. Donc essayer de grappiller du temps sur des leaders. Et est-ce que ça dérangerait certains que Wood Van Aert reprenne un peu de crédit? Je pense que on le laisserait filer un peu. Après, il gagnerait pas l'étape, hein. Mais je vois bien Wood Van Aert en rose en échappée. Ouais, peut-être. Bon, ouais, de toute façon, c'est pas bête. Hein. Pas bête. Et 8e étape. Là, pareil, profil typique taillé pour les baroudeurs. Un gros col au milieu et ça reste vallonné tout le long du parcours. Je pense qu'on va avoir une nouvelle échappée qui devrait aller au bout. En tout cas, rien qui devrait permettre aux leaders de se battre. De toute façon, c'est simple. Sur les 2 premières semaines, à part la 7e étape, la 9e, du coup, dont on va parler là, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour eux. Là, du coup, on arrive à la 9e. Mais est-ce que l'étape... Non, mais est-ce que cette 8e étape, elle paye pas de mine, mais ça peut pas être l'étape un peu surprise de ces 2 premières semaines? Moi, quand je la vois, je me dis, allez, pourquoi pas un scénario à la Turin? J'ai pas l'impression que je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas l'impression que les difficultés soient assez rapprochées. Dans Turin, en plus, ce qui a beaucoup aidé, c'était vraiment le circuit. Alors, ça a pété avant le circuit, hein, je suis d'accord avec toi, mais ce circuit à moitié urbain, avec vraiment toutes les petites côtes qui s'enchaînaient, ça a beaucoup aidé. Là, j'ai un doute. Ça va être très sinueux, mais assez loin de l'arrivée. Quand tu rentres dans les 25-30 derniers kilomètres, on n'était plus si sinueux. Tu vas avoir quelques petits répés de chaud, mais très courts. Je sais, j'ai un doute. La ref, pour ceux qui ont oublié, c'est le Giro 2022 où la Bora fait tout exploser, l'année où le Giro avait été remporté par Jay Hindley. Ça avait été clairement l'étape décisive. C'est une étape où on voyait plutôt des échappés aller au bout, et la Bora avait littéralement fait exploser le Giro. Et bon, on s'était rendu compte quelques semaines après, donc que ça avait été, à la fin du Giro, que ça avait été clairement décisif pour Jay. C'était la plus belle des étapes. C'était la seule qui était bien. Moi, je vais plutôt aller dans ton sens, Enzo, sur cette 8e étape. Moi, j'ai peur. Alors, Thibaut, j'irai dans ton sens si on n'avait pas la 9e étape qu'on va avoir, Enzo. Voilà, ouais. Après, à voir, hein, mais on sera assez fixé sur je pense, l'état d'esprit des coureurs sur la 7e étape. Si on voit personne bouger du tout, on se dira tout le monde flippe de la 3e semaine, et je les comprends. À voir. Mais je suis pas certain qu'on est vraiment des mecs qui veulent qui cherchent à se faire mal aussitôt. Et pourquoi pas. En tout cas, la 9e, là, on va rentrer dans le dur avec l'étape des Strade Bianche. Et contrairement à l'année dernière où vraiment c'était, je trouvais ça un peu nul, quoi. Il y avait 11 km de chemin blanc. Donc juste assez pour se taper une crevaison qui te flingue ton Giro, mais pas assez pour faire des différences à la pédale. Là, on a un peu plus de 30 km avec 5 secteurs, dont plusieurs secteurs qui sont tirés directement des Strade Bianche. Et les 2 principaux qu'on peut citer, tu as le San Martino in Gragna et le Colle Pizzuto, qui sont quand même très compliqués, très durs, surtout le San Martino in Gragna qui fait près de 10 km et qui comporte beaucoup de portions ascendantes. En général, ce genre d'étape, c'est pas forcément les leaders qui vont le remporter. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Oui, il y avait eu Mauro Schmitt. 2020, retour de Remco, je crois. 2020, c'était c'était Mauro Schmitt qui avait gagné en échappée. Honnêtement, pour la victoire d'étape, je pense que je partirais plutôt sur l'échappée là aussi. Par contre, on aura des choses qui vont se passer chez les leaders. Parce que avec la longueur des secteurs et leurs difficultés, alors ok, c'est pas les Strade Bianche, c'est pas une course d'un jour, ça se court différemment, mais clairement ici, il y a des mecs qui doivent mettre leur qualité à profit. Moi j'ai une question importante, Enzo, est-ce que cette étape est le lendemain d'une journée de repos? Alors corrige, c'était 2021, pardon. C'est 2000, ouais, une année près. Montalcino, étape numéro 11. Oui, c'est ça, c'est Montalcino. Non, c'est la veille de l'étape de repos, je crois. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la veille. Okay. Ouais, c'est la veille. Okay. Donc ce sera le dimanche 18 mai, si je dis pas de bêtises. Ok. C'est ça. Dimanche 18. Mais voilà, mais ça va être intéressant, et en fait, c'est surtout la longueur des secteurs qui fait que ça va être compliqué pour certains. Et
Et s'il y a un leader que je vois bouger ici, si on peut commencer à nommer des noms, c'est Bernal. Là, je pense que c'est ici que lui doit commencer à faire des petits trucs. N'oublie pas son passé de VTTiste, on l'avait vu en forme déjà en 2021 sur l'étape d'Estrade Bianchi. C'est un truc ici où il doit mettre sous pression certains mecs dont on ne sait pas trop ce qu'ils valent sur ce type de terrain, notamment Roglic et Ayuso. Pour les deux, j'ai pas, en tout cas de mémoire, j'ai pas de référence sur ce type de terrain. Je sais pas si vous avez quelque chose. Type de terrain un poil différent. On a vu les pavés, on va dire que c'est un petit peu les mêmes qualités, hein. Parfois on retrouve sur secteur gravel un petit peu les mêmes coureurs qu'on peut retrouver à l'aise sur les pavés. Roglic s'était très bien défendu sur le Grand Prix de Denain avant de s'éclater l'épaule sur le Tour de France, mais c'est vrai qu'Ayuso, j'ai pas vraiment de ref. Pour Bernal, je suis entièrement d'accord avec toi. Rajoutons également que Bernal a terminé une année 3e d'Estrade Bianchi. Faut pas l'oublier. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Et puis même l'étape de Montalcino, il me semble que c'était le premier des leaders. Hein. Il avait réussi à s'extirper un peu. Totalement. Donc voilà. Et je vais rajouter un truc aussi, c'est que l'année où Bernal a gagné le Giro, faut se rappeler, l'étape c'était de la Décathlon là, qui avait fait gagner l'étape, qui était dégoûté à l'arrivée. Campo Felice. Campo Felice. Ouais, voilà. C'était Bouchard. Et Campo Impeta, c'est pas Campo Impeta, je sais plus. Enfin, ça se terminait en gravel et puis là, il le mange à 400 mètres de la ligne. C'était horrible. Oui. Je me souviens parce que tu connais l'effet podium, je crois. Campo Felice, t'avais raison. Oui, il avait fait deuxième, Chico. T'inquiète. Mais non, là, par contre, je suis assez curieux de voir cette étape parce que tous les secteurs gravel sont vraiment situés dans les 50 derniers kilomètres, 60 derniers kilomètres de course. Donc, c'est vraiment sur la fin. Et par contre, pour le vainqueur, on a l'arrivée typique d'Estrade Bianchi, c'est-à-dire avec la Via Santa Caterina, et l'arrivée sur la place centrale. Donc ça va faire une belle photo pour le mec qui va gagner. Même si d'après moi, celui qui gagnera cette étape a déjà eu sa photo lors d'Estrade Bianchi. Ensuite, jour de repos, et on arrive à Lucca pour le deuxième chrono. Là, c'est un chrono qui va être plus long, quasiment 29 km. Mais pareil, il y a pas de difficulté principale, enfin pas de difficulté importante. Tu vas avoir des bons bouts droits. La sortie de Lucca et peut-être l'entrée dans Pise avec quelques virages vont forcer les relances. Mais pour les gros rouleurs, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Il y a du bon kilomètre, des bonnes lignes droites. Donc encore une fois, on est sur un parcours plutôt taillé spécialiste, malgré la petite bosse au milieu. Mais t'as quoi, 3 km à 2%. Les mecs le sentent pas, quoi. Il y a que moi qui le sentirais. Surtout la difficulté, j'ai entendu souvent Jackie Durand en parler sur Eurosport, c'est de reprendre sur un contre-la-montre après une journée de repos. C'est pas le truc le plus facile. Ouais, après, de plus en plus ce que les mecs font pour la récup après les étapes, c'est qu'ils font tourner les jambes directement sur leur machine de contre-la-montre. Du coup, alors, je dis pas qu'ils font un contre-la-montre en récup, mais au niveau de la position, ce genre de choses, c'est déjà une position qu'ils vont être habitués à faire sur les 10 jours précédents. En tout cas, je sais que Tiberi, c'est quelque chose qui fait, qui m'avait interpellé sur le Giro de l'année dernière, c'est que ses récup, il le faisait quasiment tout le temps sur son vélo de chrono, en position de chrono. Mais après, oui, de toute façon, le chrono, déjà de base, c'est un effort particulier. Les lendemains de journée de repos sont toujours difficiles, que ce soit une étape de montagne ou un chrono. Et pour les mecs qui sont pas à l'aise en chrono, ça peut chiffrer. Après, on reste sous les 30 km. Normalement, tu prends pas 4 minutes non plus. Pour les mecs qui visent le général en étant mauvais au chrono, il y a moyen de rester sous les 2 minutes de débours, hein, je pense. 11e étape, on arrive, étape accidentée. Alors, on va avoir au milieu de l'étape une grosse ascension, l'Alpe de San Pellegrino, qui est à quasiment 14 km à 8,8%. Mais le sommet est situé à presque 100 km de l'arrivée. Je comprends pas. C'est un peu bête, parce que du coup, après, alors ça descend relativement pendant longtemps, et tu vas avoir 2 autres ascensions, 11 km à 5% et 6 km à 5,8%. Et après, l'arrivée, c'est légèrement vallonné, mais rien de fou. Je m'explique pas ce qu'ils ont essayé de faire ici. Ouais, c'est complètement taillé pour les échapper, ça. Ah oui, non, mais ça, c'est... De toute façon, le Giro en général, à part l'année dernière, mais parce que Pogacar, encore une fois, c'est un tour qui réussit aux échappées. Quand tu regardes sur les étapes en ligne, sur les 6 ou 7 dernières éditions au moins,
c'est à chaque fois plus de 50% des étapes qui reviennent aux échappées. Les 50 autres pourcents, ça se partage entre les leaders et les sprinters. Et autant dire qu'il y a beaucoup de sprints en général. Donc les échappés ont vraiment beaucoup d'occasions à se jouer sur le Giro. Et cette 11e étape, ça a tout l'air d'en être une. 12e étape, sprint. Rien de particulier à signaler. Un profil un peu vallonné au début d'étape jusqu'au milieu, mais rien de fou. Puis après, c'est très plat jusqu'à l'arrivée. Ensuite, on va voir Vicenza. L'arrivée à Vicenza, qui est connue. Hein, c'est l'arrivée qu'il y a sur le Giro del Veneto en fin de saison. Je crois que c'est Strong qui a gagné cette année, si je dis pas de bêtises. Godon qui a gagné l'année dernière. L'année dernière. Ouais, 2023 Godon et peut-être Strong cette année, ouais. Je dis pas de bêtises. C'est vraiment une des dernières courses de l'année. C'est Strong. Ouais. Ça arrive juste après Paris Tour et le Tour de Lombardie. C'est ça. Et donc on va avoir 2 ascensions du Monte Berico, donc 1 km à 6%, et le final, l'arrivée sera placée à cet endroit-là. Là, par contre, on risque d'avoir un sprint. Alors un sprint un peu particulier, il y aura pas tous les sprinters, mais il y aura quand même une bonne partie, je pense. 1 km à 6%, il y en a quand même pas mal qui sont capables d'encaisser ça. Après avoir qui aura le plus de jus pour jeter le vélo sur la ligne, parce que faut quand même pouvoir y arriver. Je crois on avait déjà eu une arrivée comme ça il y a quelques années. Je crois que c'était Gilbert qui s'était imposé. Je me souviens plus par contre de l'année. Mais Gilbert devant pas Contador. J'ai peur de vous dire une bêtise là par contre. Alors, en tout cas, ça correspond à un talus de moins d'1 kilomètre. Ça correspond complètement aux qualités qu'avait Philippe Gilbert sur le vélo. Ça, ça colle aussi avec Corbin Strong. Enfin, oui, on peut imaginer que s'il y a encore des punchers sprinters dans le peloton, et s'ils sont quelques-uns, on pense à Van Aert. Enfin, faudra faire l'état des lieux à ce moment-là, mais on pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent être intéressées et qui d'ores et déjà ont coché cette étape. Du coup, c'était devant Contador et Ulissi. C'est ça, je vous ai pas dit de conneries, c'était bien Gilbert devant Contador, en 2015. Donc voilà, pour ceux qui veulent se donner une idée, vous irez voir la 12e étape du Giro 2015, donc il y a 10 ans tout pile, pour voir à quoi ça ressemble. 14e étape, alors un truc un peu dans le même profil que la 13e, là on va passer en Slovénie. Alors Roglic va être content. Pareil, on va avoir un circuit dans Nova Gorica, pardon pour la prononciation, avec une petite côte qui va rythmer le circuit, mais honnêtement c'est rien de bien folichon. Là, je pense qu'on devrait avoir un sprint un peu plus classique, malgré cette petite côte qui va venir faire un peu mal aux pattes. 15e étape. Enfin, on va commencer à voir de la montagne, même si ça va pas être dingue. On a le Monte Grappa. Pour ceux qui se souviennent, 20e étape l'année dernière, double ascension. Pogačar qui fait son numéro. Qui reprend Pellizzari qui était parti en échappée, c'était super. Le problème c'est que là le Monte Grappa, on va le gravir par un autre versant, plus long mais beaucoup plus simple, 25 km à 5,7%, et surtout le sommet sera situé à 90 km de l'arrivée. On descend en direction d'Asiago et on va avoir l'ascension de Dori, 16 km à 5,4%. Et après les 30 derniers kilomètres, ça va être vallonné mais sans grande difficulté. Dans ce type de profil, c'était sur le Giro 2017, l'étape que remporte Thibaut Pinot au sprint, dans un sprint entre 5 ou 6 favoris. Il y avait du Simon Yates de mémoire, il y avait du Dumoulin dans l'histoire. Alors Dumoulin était lâché. Dumoulin justement, il avait perdu du temps. Ah, c'est pas le jour où il avait fait caca ? Non, c'est pas ce jour-là. C'est pas ce jour-là. Non. Je crois pas que de mémoire, c'est pas ce jour-là. Non, il avait été lâché dans l'ascension, dans la dernière ascension, pardon. Ça avait essayé de visser dans le Grappa, mais c'était rentré après. Et il y avait un petit groupe qui était ressorti dans la dernière ascension. Je crois que c'était avec Pozzo Vivo aussi, de mémoire. Bref, vous regarderez la 20e étape du Giro 2017 en prenant en compte que la dernière ascension cette année sera encore moins difficile qu'elle ne l'était en 2017. Donc je suis pas certain que les leaders bougeront. Pour moi, c'est encore une étape qui sent l'échappée de baroudeurs grimpeurs. Et Nibali avait fini 3e, Enzo. Ah ouais. Au sprint, s'il était 5, je pense qu'il a fini 5. Je me souviens plus. Zakharine fait 2. Hein. Zakharine fait 2. Ah bon? Ouais.
Je sais pas s'il avait parié 100 000 € ce jour-là sur son podium, comme il avait fait sur Marcel Kittel sur une étape du Tour de France, mais il a fait deuxième. Ça doit être ça. Ensuite, on arrive à 16e étape, et là, pour de vrai, le Giro va pouvoir commencer. Ah, enfin. Alors, ça y est, c'est bon, 16e étape, le Giro commence. Et ça va pas rigoler, hein, parce que ce jour-là, on a 200 km avec 4700 ou 4800 mètres de dénivelé positif, si je dis pas de bêtises, et 4 ascensions répertoriées, avec une arrivée au sommet de San Valentino Brentonico. On l'avait vu sur le Tour des Alpes 2023. Par contre, je ne saurais pas dire si c'était par le même versant. Je ne crois pas que c'était le même versant. Mais voilà, ça avait déjà été gravi. On va passer par le col de l'ascension de Condriai. Je crois que c'est une portion du Monte Bondone qu'on avait vu en 2023 où Almeida s'était imposé devant Thomas. Encore une fois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, l'enchaînement Santa Barbara, 12 km à 8,3%, et San Valentino, 18 km à 6,1%, ça va faire des dégâts, ça va commencer à vraiment faire des dégâts chez les leaders. Et on n'est pas en très haute altitude, on est vraiment... Il y a du dénivelé, mais on dépasse pas sur l'étape, on dépasse pas les 1300, 1400 mètres d'altitude. Ah ouais, non. Mais de toute façon, c'est simple, en fait, ce Giro, à part sur le Colle delle Finestre, on dépassera même pas les 2000 mètres. Et on va passer 1 km, 2 km au-dessus des 2000 mètres. Donc, c'est vraiment pas un Giro qui va prendre beaucoup d'altitude, hein. Mais voilà, en tout cas, 16e étape, c'est là qu'il va falloir commencer à répondre présent. Est-ce qu'on verra des mouvements de course dès le Santa Barbara, en sachant quand même que la dernière ascension est longue et pentue? Pas sûr. À voir. Ça dépendra aussi de qui a du retard à cause des chronos. Pour y avoir eu déjà des abandons aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vallée entre les deux dernières ascensions. Donc un mec un peu loin au classement général, qui n'aurait rien à perdre, peut tenter de retourner la course dès le pied du Santa Barbara. Tu vois, un mec comme Carapaz, par exemple, s'il est à 6 minutes au général, il va le tenter, quoi. Il n'y a pas de vallée, et surtout, tu as acheté un œil à la descente du Santa Barbara, c'est très très sinueux. D'accord. Tu as 13 km très sinueux, ça zigzague dans tous les sens. Après, tu vas avoir 1,5 km de plat, et tout de suite, tu vas aller chercher la dernière ascension. Donc, pour moi, un bon descendeur ici, ça peut faire des différences. 13 km de descente, c'est quand même très long. Et un mec en confiance face à un mec pas en confiance, il y a moyen que ça chiffre en bas de la descente. Surtout vu la gueule de la descente. Donc voilà, ça c'est une étape à pas louper. 17e étape. Alors là, honnêtement, cette étape, elle avait tout pour être une course de mouvement aussi, mais je pense qu'au final, ça va être un peu compliqué. C'est l'étape du Mortirolo. Donc d'abord, les gars vont commencer par le Passo del Tonale, qui est à 15 km à 6% de moyenne, et descendre gentiment jusqu'à arriver vers Mono pour aller chercher l'ascension du Mortirolo. Le problème, c'est que l'ascension par Mono, c'est j'ai pas envie de dire la plus simple, parce que 13 km à 7,6%, pas simple, mais c'est la moins difficile. C'est pas le côté iconique. Il y avait eu beaucoup de discussions et de rumeurs sur le fait qu'on puisse utiliser la Drita Contador. Alors la Drita Contador, elle se trouve aussi depuis le côté Mono. Et c'est juste que, en fait, au lieu de zigzaguer un peu dans la montagne pour adoucir la pente, comme le nom l'indique, en fait, c'est la droite, on va tout droit. Et elle s'appelle comme ça parce qu'il y a 10 ans, 11 ans, Contador avait remporté une course non officielle sur cette route. Et en arrivant en premier, il avait eu le droit de donner son nom à cette route. La municipalité de Mono a fait des travaux cet hiver pour goudronner la route et la rendre praticable. Mais j'ai l'impression que Veni leur a chié dessus et qu'il leur a dit c'est bien, on verra plus tard. D'accord, ça sert à rien. Peut-être plus tard, quoi, parce que et puis en vrai ça change tout, hein, parce que si tu passes par là, tu te retrouves avec je pense 4 ou 5 km à chaque fois à 11-12% de moyenne. D'accord. Avant le sommet. Et là tu fais des différences. Donc c'est un peu dommage parce que derrière t'as la descente du Mortirolo, donc on connaît, c'est très sinueux, faut vraiment être un très bon descendeur pour pouvoir s'en sortir. Et derrière c'est pas plat, tu vas avoir du faux plat montant,
sur 25 km avec quelques côtes, dont une répertoriée. Mais je pense pas que qui que ce soit essaie de bouger dans le Mortirolo. Ça fera pas assez de différence. Donc c'est un peu dommage. Voilà, passer par ce versant-là, je pense que ça flingue l'étape. Honnêtement, c'est un peu con. Je sais pas, Thibaut, si tu as un avis là-dessus. Non, je suis du même avec toi. Mais bon. Enfin, après, est-ce qu'en plus le Mortirolo est bien placé? Ouais. Honnêtement, c'est pas tant le placement. Alors, allez, peut-être qu'il y a 15 km en trop jusqu'à l'arrivée, soit. Mais c'est vraiment le versant. Tu passes par le versant le plus difficile. Et là, honnêtement, les grimpeurs les meilleurs grimpeurs auraient essayé de faire une différence juste rien qu'en roulant plus vite, tu vois, sans forcément attaquer. Mais tu aurais eu des différences qui auraient pu se faire, des trous qui se créent, et donc les mecs derrière roulent. Là, au sommet du Mortirolo, s'il n'y a pas d'écart, bah, tu pars vraiment pour 50 bornes on roulotte, quoi, jusqu'à l'arrivée. Ce qu'on avait eu sur le Giro 2022 aussi, je crois qu'ils étaient passés par le Mortirolo, et t'avais juste Nibali qui avait essayé de faire la descente. Il s'est aperçu que personne d'autre voulait faire la descente. Bah, il s'était arrêté. Et puis, bah, voilà, c'est tout. Donc c'est gâché, surtout quand tu vois dans la région tout ce qu'il y a à faire, c'est un petit peu dommage. 18e étape, sprint. Donc on va pas s'y attarder. Ouais, sprint ou attention à ces dernières étapes de plat sur les grands tours, ça peut aussi. Je parle le 6 mai à 21h22. Quand je regarde cette étape, c'est un sprint. Maintenant, au soir de la 17e étape, en regardant qui il reste comme sprinter. Voilà. Où est-ce qu'on en est de la bataille pour le Ciclamino? Qui a gagné une étape chez les sprinters? Je changerai peut-être d'avis. Aujourd'hui, 6 mai, c'est une étape taillée pour les sprinters. Ah oui. Oui. Après, on a un début bosselé. Voilà, ça dépendra. Très souvent, la tradition sur les grands tours, pas tout le temps, mais très souvent, cette étape-là, on fait un peu croquer, on va dire, on fait un peu croquer les seconds couteaux. Mais encore une fois, Enzo, t'as raison. Tout dépendra un petit peu des circonstances. Si un Olaf Koy, par exemple, n'a pas encore gagné et qu'il se sent bien, effectivement, enfin voilà, faudra jauger de l'état des forces en présence au soir de la 17e étape. Je suis d'accord. Après aussi sur le Giro, en général, les équipes arrivent aussi à se trouver même plus tôt dans le parcours et à pas reprendre une échappée sur une étape taillée pour les sprinters. Donc, on sait jamais. Okay. Dédicace à Bentham. Exactement. Tant mieux pour lui. Et ensuite, enfin les Alpes. Et là, les étapes 19-20 qui vont décider du vainqueur du Giro. La 19e qui va arriver au sommet de Champoluc. Là, ça va commencer dès le départ. Enfin, ça va quasiment pas arrêter de grimper de toute la journée. Ça va être terrible. Il y a quasiment 5000 mètres de dénivelé positif, avec l'enchaînement des cols de Técor, Saint-Pantaléon, col de Joux et Antagnode, qui est le moins compliqué, le dernier. Et du coup, je trouve ça très intelligent de mettre le plus simple sur la fin, parce que du coup, tu forces les mecs à bouger avant. On devrait avoir du mouvement déjà dès Saint-Pantaléon ou au pire dans le col de Joux, parce que faire des différences dans la dernière ascension. Pardon, attends. Tu pourras couper, j'ai juste besoin de. Je me suis perdu de mon temps. Vas-y, t'inquiète. Désolé. Du coup, vu la dernière ascension, qui va être la moins compliquée, ils vont être obligés de bouger plus tôt. Donc, soit d'utiliser Saint-Pantaléon en milieu d'étape, ou au pire le col de Joux, juste avant la dernière ascension. Le col de Joux, c'est 15 km à 7% de moyenne. Ce qui n'est pas excessif, mais en fin de troisième semaine, ça peut être largement suffisant pour faire des écarts. Là, les leaders devraient commencer à bouger et aller chercher quand même au moins une victoire d'étape, je pense, sur ce Giro, s'il n'y en avait pas eu déjà avant. Et si la victoire d'étape d'un leader vient pas sur la 19e, elle viendra très certainement sur la 20e, avec le fameux Colle delle Finestre. C'est 18,5 km à plus de 9% de moyenne, et les 8 derniers kilomètres non asphaltés. On se souvient de la performance de Chris Froome en 2018, qui avait complètement fait basculer le Giro. Étape mythique. Jesus. Ouais. Faut avoir la ref. Et Yates qui semblait avoir le Giro en poche. Il avait été intouchable pendant tout le Giro. Et d'un seul coup, pas de moteur. Il explose complètement. Froome qui s'envole tout seul. Et l'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, on a eu Pablo Torres, je crois le petit jeune de la Devo du AE,
qui a battu le record de l'ascension en allant s'imposer au sommet du Colle delle Finestre. Donc voilà, il y a un record à aller chercher, messieurs. Ça va être quelque chose. Surtout que l'arrivée à Sestrières, j'ai pas envie de dire qu'on est sur un long faux plat montant, mais on n'est pas non plus sur le col de l'année. Donc si on veut faire des différences, ça doit bouger dans le Colle delle Finestre et ça va bouger dans le Colle delle Finestre. Enzo, quelle est l'étape qui est menacée par la neige là? C'est celle-ci, non? Aucune. D'accord. Il y a des trucs qui sont sortis ces derniers jours sur les réseaux. Ils disaient qu'il y avait des blocs de neige, des trucs que ça allait pas faire. Non, mais c'est déneigé, c'est enlevé, c'est bon. Ok, on est rassuré. Ça a déjà été déneigé et surtout, on parle d'une étape qui a lieu le 28 mai. Donc, à moins d'une catastrophe, ça va aller, tu vois. Mais ça aura même fondu. D'accord. Non, mais les gens aiment bien en rajouter. Regardez le Giro. On met un seul col à plus de 2000 mètres. Il faut que, bien sûr, ce soit la merde. D'accord, ok, bon, je suis rassuré. L'étape aura lieu et les coureurs arriveront sains et saufs à Rome pour le sprint final. Parfait. Oui, non, la seule où on peut s'inquiéter, limite, c'est l'étape 19. Est-ce qu'ils vont nous la raboter s'il pleut? Bon, on n'est jamais à l'abri sur le Giro. Thibaut, quelque chose à rajouter sur les grandes lignes de ce parcours? On rentre dans un Giro assez traditionnel. Après avoir un peu déchiré les codes, on a un Giro qui retrouve ses standards avec un encéphalogramme assez plat sur les 2 premières semaines avant que le palpitant ne s'agite en troisième. Bon, c'est du Giro typique et on a eu quelques appels de phare avec ce parcours pour des grands leaders et malheureusement on n'a pas répondu présent du côté de ces têtes d'affiche que RCS aurait voulu. Alors Thibaut, moi ce que j'aime bien faire, ce que depuis qu'on fait des podcasts avec Enzo et même encore avant, on s'est parfois retrouvé dans des lives YouTube avant que le coup tordu n'existe pour scénariser des grands tours, notamment des Giro. Alors sur le scénario alors on a vu l'année dernière, Enzo en parlait, Giro complètement verrouillé, scénarisé par Pogačar qui a fait absolument ce qu'il a voulu. En revanche, sur les 2 Giro précédents qui étaient un petit peu taillés comme ce Giro 2025 avec le très gros des difficultés situées en fin de 3e semaine. Donc je parle du Giro 2023 et du Giro 2022 et je peux même 2022-2023, donc la victoire de Hindley et la victoire de Roglic, où on s'est sérieusement, je vais être méchant, mais un petit peu fait chier, en tout cas au niveau de la bataille pour les leaders. Mais moi, quand je regarde du vélo, jamais je m'emmerde, jamais je me fais chier. Même sur une étape toute plate avec un sprint, je m'emmerde jamais. Mais on s'était assez ennuyé pour la bataille des leaders en dehors de l'étape dont tu parlais, la bataille de Turin, et vraiment on réservait ses forces jusqu'à la fin. Alors j'ai envie de dire 2 scénarios qui s'opposent, soit un scénario qui va être scénarisé par Primož Roglic. On sait, Roglic, c'est un mec qui calcule ses efforts au millimètre. Vraiment, c'est au niveau de la gestion, il est parfait. Il met jamais un coup de pédale de trop et quand il faut mettre un coup de pédale, il le met toujours au bon moment. C'est un métronome. On voit que la Red Bull Bora arrive avec un effectif. On a notamment Jay Hindley et Dan Felipe Martinez, voire Giulio Pellizzari. On a des co-leaders qui savent monter. On arrive avec une équipe des UAE qui est encore une fois monumentale, avec on va dire 4 mecs qui globalement pourraient être leaders. Alors est-ce qu'on va entre guillemets en garder sous le pied pour se réserver pour la fin de la 3e semaine et déclencher la bataille véritablement à ce moment-là, ou est-ce que d'après toi les UAE vont chercher un petit peu à casser le rythme de Primož Roglic et on va dire le perturber, ne pas l'amener sur sa filière, et Thomas Voeckler en parlait un petit peu hier dans Bistro Vélo, c'est-à-dire tenter des coups à des endroits qui pourraient le surprendre? Pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on a quand même 2 blocs assez forts qui vont se neutraliser et une 3e semaine qui fait peur. Et je suis pas sûr qu'en fait Juan Ayuso avoir ce type de course, ça favorise un peu ses dessins au classement général. Donc je pense que lui, il a tout intérêt à ce qu'il essaye de dompter un maximum Primož Roglic et qui maximise un peu
les bonifications et les chronos pour pouvoir un peu jouer avec lui sur la troisième semaine et éviter une remontada du Slovène. Enzo, t'es sur le même scénario, un scénario proche de 2022 et de 2023 ? Alors oui, la grosse différence, c'est que là, en fait, j'ai l'impression que RCS a tout fait pour qu'on ne soit pas déçu qu'il n'y ait pas de bataille dans les 2 premières semaines, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'endroit où batailler vraiment pendant les 2 premières semaines. Donc on va avoir beaucoup de chances pour les échapper, on va avoir des sprints, une étape d'Estrade Bianche, qui de toute façon va faire des écarts en elle-même, de par sa nature. Mais pour le reste, à part l'arrivée au sommet de Tayakozo sur la 7e, on n'a pas vraiment de montagne où les grimpeurs leaders pourront faire des différences. Donc tu pourras pas, on va dire, être déçu que les mecs bougent pas parce que peuvent pas vraiment bouger. Par contre, en 3e semaine, là, ils vont avoir 3 vraies occasions sûres, je vais dire 4, pour bouger. Le fait qu'on n'ait pas un chrono final comme en 2023, ça va pas tout bloquer jusqu'à vraiment les 10 derniers kilomètres du Giro. Mais ouais, de toute façon, c'est le Giro depuis 2021, j'ai vraiment l'impression que ça c'est de pire en pire, tu vois, sur les scénarios. On s'embête un petit peu. En tout cas, pour ce qui est de la lutte pour le classement général. Après, pour les échappées, ça reste toujours intéressant, mais c'est vrai qu'on aime bien que, même si des échappées vont au bout, qu'il y ait une sorte de course dans la course quand même, tu vois, que t'en aies un petit peu à tous les étages, et pas juste que les mecs attendent les derniers kilomètres de la dernière étape pour aller mettre 30 secondes et remporter le Giro pour 30 secondes. Après, on est aussi avec un gars qui est hyper pragmatique en la personne de Roglic. On n'est pas sur le plus grand attaquant du monde. Si le mec attaque, c'est qu'il en a besoin pour reprendre du temps ou parce que il doit coller du temps à ses adversaires, pas juste pour le fun. À 35 ans, tu cours pas pour le fun. Voilà, tu calcules tous tes coups. Il a toujours été très calculateur. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, du tout. Je l'aime beaucoup. Mais on n'est pas sur le coureur fantasque. Ok. À voir comment Ayuso va se comporter. Je pense que lui va plutôt caler sa course sur Roglic, parce que j'imagine qu'avant la montagne, il devrait être devant. Je le pense quand même un petit peu mieux que Roglic sur les chronos plats, surtout en début de Giro. Même si je pense que l'expérience et les qualités de Roglic feront la différence au final. En 3e semaine, je pense que sur les 2 premières semaines, Ayuso va plutôt se caler sur Roglic. Est-ce que, Thibaut, on est sûr que Juan Ayuso va avoir véritablement toutes les clés en main du côté des UAE ? On le répète souvent dans le podcast, quand le grand patron est là, tout le monde se plie derrière, il n'y a absolument aucun problème, Pogačar. Là, il n'est pas là. Quand Pogačar n'est pas là, on voit très souvent des 10 masterclass des UAE, on en a encore vu en début d'année. On a quand même Del Toro, McNulty, Vine, Adam Yates, voire Rafa Majka. Bon, ça remonte à des anciens temps, mais Majka a déjà fait un podium de grand tour. Ce qu'on aime bien faire du côté des UAE, notamment sur les classiques, quand, encore une fois, Tadej n'est pas là, c'est qu'on aime bien, ou sur certains grands tours d'une semaine, on aime bien un petit peu séquencer la course en donnant un petit peu la chance à tous les coureurs, et finalement, celui qui réussit à la prendre prend les notes, et les autres équipes se mettent à son service pour le classement général. Est-ce qu'on va pas tenter un petit peu des coups avec Yates, avec Vine, avec Del Toro ? Est-ce que vraiment on va courir avec Ayuso comme on court avec Pogačar ? Je pense surtout que Juan Ayuso ne va pas laisser le choix direct d'entrée de jeu, parce qu'il va prendre le lead dans cette équipe, et à partir de là, il va très clairement marquer son territoire sur les autres. Tu cites des noms, mais honnêtement, dans l'état actuel des choses, qui peut faire la stature de co-leader ? Yates. Point. Yates, je suis d'accord que son début de saison, c'est pas dingue, mais moi je me demande si à l'ancienne, on l'a déjà vu par le passé, énormément de coureurs un peu des trentenaires, tu vois, qui se préparent tranquillement. Geraint Thomas, il nous l'a fait 10 fois ce coup-là. Ouais, mais oublie pas que Adam Yates, il est aussi prévu sur le Tour, et il est prévu pour être le grand assistant de Tadej Pogačar. Donc, est-ce que on va vouloir le cramer sur le Giro avant le Tour de France pour qu'il enchaîne 2 grands tours et qu'il soit pas vraiment au top sur le Tour de France ? Non.
Donc toi, tu penses qu'Adam Yates, au fond de lui, il vient sans ambition réelle pour le classement général. Enzo, t'es de cet avis ? Moi, je pense qu'il y a une trop grosse bataille d'ego dans cette équipe. Et j'ai du mal à voir l'un ou l'autre se mettre au service de l'un ou l'autre. Je pense qu'Ayuso sera meilleur, mais je pense pas que Yates va lui faire de cadeaux non plus. C'est pas assez. De toute façon, comme tu l'as dit, cette équipe, quand il n'y a pas Pogačar, c'est compliqué. Pour moi, le seul aujourd'hui qui peut vraiment prétendre et qui allait le chercher à la sueur de son front à ce type de rôle chez UAE, c'est Almeida. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Pogačar mais qu'Almeida est sur une course, c'est incompréhensible que les mecs se mettent pas à son service. Incompréhensible. Et pourtant, ils le font pas, malgré ces résultats, c'est pas encore toujours super évident. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un autre sujet, mais on en a déjà parlé. J'ai l'impression que c'est son caractère. Il fait qu'il est un petit peu. Ouais, c'est possible. Un petit peu trop gentil, après, peut-être. On va pas s'étendre sur lui parce qu'il est pas là, mais bien sûr. un Ayuso ou un Yates, moi, je comprendrais que l'un ne veuille pas se mettre au service de l'autre directement et vice versa, tu vois. Parce que... Mais Ayuso se mettra jamais, il aura toujours l'espoir de remonter si jamais il se prend une petite claque. Et c'est pas l'assurance touriste qu'Ayuso, parce qu'il a toujours à un moment un trou d'air. Ouais. Et du coup, si on veut parler de trou d'air, moi, là où j'ai des petits doutes pour lui, c'est sur l'étape sur la 20e étape, sur l'ascension du Colle delle Finestre, sur les très gros pourcentages, sur les longues ascensions avec de gros pourcentages. Parce que je me souviens de l'Angliru où il avait pris un petit tir. À voir. Ça se trouve c'est quelque chose qu'il a bossé, mais la seule référence que j'ai sur une montée longue et très difficile de sa part, c'est l'Angliru sur la Vuelta 2022. Le fameux triplé des Visma, de la Jumbo. C'est ça. Ouais, le triplé des Visma. Mais après c'est ce que je t'avais dit de souvenir. Ayuso avait fait une erreur de braquet et avait pas pris le bon pour l'Angliru, et du coup j'ai pas vu ça. Moi j'ai juste vu, j'ai pas les jambes, genre j'avais pas vu de j'ai pas les jambes, mais le problème en fait c'est que cette info j'aurais pu te la retrouver assez facilement sur mon ancien compte Twitter, mais il y a un coureur, ça c'était sûr et certain, parce que j'en avais fait la remarque, j'avais trouvé ça totalement abruti, et de souvenir c'était Ayuso. Ok. Peut-être. Bah écoute, j'attends de voir, mais pour l'instant, moi, c'est le seul gros doute que j'ai le concernant. Parce que la tactique de Roglic, elle est assez simple. Je pense que je suis assez d'accord avec vous. Cette dernière étape avec les très très gros pourcentages, 20e étape, si Roglic est dans le même temps qu'Ayuso, ou s'il a un tout petit peu de retard, dans sa tête, il doit se dire, il va s'économiser le plus possible pour arriver le plus frais possible et pour essayer de lui mettre une petite addition. S'il peut récupérer le maillot rose au soir de la 20e étape, tonton Roglic, il sera très content. Ça, c'est un petit peu, il nous l'a fait avec Ben O'Connor l'année dernière sur la Vuelta, il nous le fait avec Geraint Thomas en 2023 sur le Giro. Donc ça, c'est un petit peu sa spécialité. Mais vous pensez que stratégiquement, du côté des UAE, on va encore laisser Roglic imprimer, parce que si c'est ce qui se passe, ça veut dire que Roglic va véritablement imprimer le rythme de ce Giro. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, si sur une étape de moyenne montagne, on a McNulty ou Del Toro qui partent un petit peu dans la pampa, du côté de la Bora, on va leur coller, à mon avis, Jay Hindley ou Dan Felipe Martinez au basque. Est-ce qu'on peut pas avoir un coup tordu, un coup de Trafalgar qui part de cette manière, où les lieutenants se mettent à rouler et les leaders se regardent derrière, un petit peu ce qu'on avait failli voir avec Jay Hindley quand il avait été récupéré le maillot jaune sur le Tour de France. Toi, Thibaut, on va laisser vraiment Roglic imprimer le rythme de ce Giro en se disant qu'Ayuso peut jouer à la pédale sur le rythme de Roglic. Oui, surtout que Ayuso va prendre l'avantage sur les 2 premières semaines par rapport à Primož Roglic, mais le pragmatisme de Primož Roglic va finir par payer, et il ira chercher son Giro, sauf incident. Et surtout, je suis persuadé que Ayuso est persuadé d'être meilleur que Roglic. Enfin, je pense qu'il est persuadé d'être meilleur que tout le monde, potentiellement même meilleur que Pogačar. Donc vous m'annoncez en fait presque une 10 masterclass des UAE, parce que pour moi, avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent essayer de mettre une stratégie collective. Alors, la Bora, attention, on va en parler, il y a une très très grosse équipe à la Bora également. Et justement, à la Bora, on a mis aussi une très très grosse équipe pour contrer un éventuel mouvement collectif des UAE. Mais
du côté des UAE, on va pas ce move collectif, on va pas le tenter. Ça va être un jeu d'échecs un peu défensif, quoi. Quand Pogačar n'est pas là, tu l'as dit toi-même. À quel moment ils vont être capables de mettre d'un leur ego de côté et de deux de faire une vraie stratégie? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Mais si Yates s'attaque un jour, t'inquiète pas que le lendemain c'est Ayuso qui attaque. Mais parce qu'il va pas pour piéger Roglic, juste pour pas se faire avoir par son partenaire. Enfin, cette équipe, ils sont comme ça. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est vrai que voilà, je vous pose les questions, mais sur le fond, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quand Pogačar n'est pas là, et c'est facile, c'est facile, faut pédaler, hein, mais t'as le meilleur coureur du monde. C'est facile de citer DS quand t'as Pogačar, c'est assez simple de faire la stratégie. Maintenant, on a même des IA qui font la stratégie à la place des DS. Hein. Peut-être que bientôt certains DS seront remplacés par des IA, on sait pas. C'est peut-être aussi l'avenir. En tout cas, assistés par des IA, on sait déjà que ça existe. On sait par exemple que la GECO, parfois c'est des IA qui font les compositions d'équipe carrément. Mais effectivement, quand Pogačar n'est pas là, on n'a jamais véritablement vu cette équipe réussir à faire de grands moves stratégiques pour réussir à battre un adversaire qui serait au moins aussi fort, voire un petit peu plus fort. Non, mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect stratégique et problème stratégique, honnêtement, les Red Bull Bora Hansgrohe ont l'effectif pour neutraliser ce type de mouvement. Donc, j'y crois absolument pas. Parce que justement, ils ont tout pour contrer ce type de stratégie et pour rouler pour Primož Roglic. Et ils vont rouler pour Primož Roglic. Ils sont embauchés, ils sont payés pour ça et ils sont allés chercher Primož Roglic pour ça. Oui, là, par contre, t'inquiète pas de ce côté-là. C'est que les mecs, il n'y en a pas un qui va sortir du rang. Pellizzari, je pense qu'il va avoir juste des étoiles plein les yeux. Hindley, il a essayé de faire une première sortie de Roglic et le chef, mais on sait jamais. La deuxième sortie, c'est non mais Roglic, c'est vraiment le chef. Hein. Daniel Felipe Martinez, bon, écoute. Il est fantomatique depuis le début de l'année. Ouais, fantomatique, j'exagère, mais c'est pas du grand Danpe. Ouais, mais il monte en puissance et il est jamais meilleur que quand il est grégario de quelqu'un. Et rappelle-toi, Bernal 2021. Bernal 2021, comment il l'a tracté. Tratnik. Bon, je pense que en tant que meilleur ami de Roglic, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Non. Non, il y a une grosse équipe. En fait, il y a un vrai bloc autour de Roglic. Personne va sortir du rang et il y a des mecs de qualité. Et c'est ce qui fera la différence avec UAE, qui, à mon avis, à part Del Toro, qui je pense est un mec plutôt loyal et fidèle, et si on lui dit tu roules pour Ayuso, il va rouler. Et alors, un truc aussi qui m'avait marqué, c'est la manière dont Yates avait roulé sans se poser de questions pour Del Toro quand il a gagné Milan-Turin. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Del Toro s'est gagne Milan-Turin. Oui, complètement. Il impose un gros rythme et du coup, il se sacrifie. Je suis pas sûr que pour Ayuso, il fasse la même chose. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le point qui cristallise un petit peu les tensions dans cette équipe, c'est Ayuso. Et ça a déjà été le cas avec Pogačar, ça a été le cas il y a 1 ou 2 ans avec Almeida. C'est pour ça que je suis un peu souvenir. Ouais, faut se souvenir des déclarations à l'arrivée du Galibier d'Adam Yates en interview. Hein. C'est pas été tendre, hein. C'était très clairement une balle tirée en pleine tête d'Ayuso. Hein. Ouais, c'est lui qui avait dit certains n'ont pas fait le travail ou un truc comme ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'était une balle tirée en pleine tête. Hein. C'est pour ça que je pense pas que Yates fasse quoi que ce soit pour se sacrifier. Maïka, il fera ce qu'on lui dit. McNulty, c'est pareil. En vrai, ça va dépendre, hein, parce que lui, tu l'as déjà vu. On le voit déjà parfois soit rouler pour Almeida quand c'est le leader, ou juste démerde-toi. Donc, je pense que ça dépendra de son humeur. Non, le seul en qui je pense qu'Ayuso peut avoir vraiment confiance, c'est Del Toro. Et puis de toute façon, c'est sûr que Ayuso est pas ce qui transpire, c'est qu'il est pas vraiment aimé au sein de son équipe. Et quand un leader est pas aimé par ses équipiers, les mecs se mettent pas non plus à 120 000% pour le gars. Hein. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le vélo féminin sur le dernier Tour de France avec les SD Works, par exemple, pour Demi Vollering. Bon, là, c'était flagrant. Bon, là, ils ont plus d'expérience, ils vont être un petit peu plus malins que ça. Mais Yates, ils vont faire le boulot parce qu'ils sont professionnels, mais il y aura pas ce supplément d'âme donc on est d'accord, même si
On est sur un 50-50, on va dire, niveau physique, Ayuso contre Roglic, même si on donnait un petit avantage physique à Ayuso, et encore faut voir, parce que sur le dernier tour du Pays Basque, sur le Tour de Catalogne, Roglic a un petit peu baladé Ayuso. La force collective, on est entièrement d'accord, la force collective, et le vélo c'est un sport collectif, la force collective, elle est du côté de la Bora. On va basculer sur les pronostics. On rappelle que jouer avec excès comporte des risques, on le dira à chaque fois. On ne fait pas n'importe quoi avec sa bankroll, on fait du management de bankroll bien évidemment. Voilà, moi, je traverse une mauvaise période au niveau betting, mais comme je joue en management de bankroll, c'est pas très très grave. C'est loin d'être abyssal, très 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 loin même. Donc voilà, il y a la partie pari et la partie pronostic. Alors bon, vous avez déjà un petit peu tous les deux, vous êtes sur Primoz Roglic, la victoire? Ouais, moi oui. Et ouais, moi aussi. Mais par exemple, si tu parles en termes de paris et que tu anticipes le scénario d'un Juan Ayuso qui va dominer Primoz Roglic sur les 2 premières semaines, tu peux t'attendre à ce que Primoz Roglic passe derrière Juan Ayuso dans la hiérarchie des bookmakers. Donc pourquoi le pari est pré-live? On est d'accord. On est d'accord parce qu'on peut estimer. Est-ce qu'on peut estimer qu'Ayuso va être un peu meilleur que Roglic sur les contre-la-montre? Oui. Voilà. Je pense. Voilà. Oui, surtout que Primoz Roglic c'est un fin tacticien, il va monter progressivement en puissance. Donc lui, en 3e semaine, il va être littéralement épatant. Oui, donc on est d'accord. On est d'accord. Hein, la victoire de Primoz Roglic. Le jeu, là, pour l'instant, la cote elle est à 2,25. Moi, j'y vais pas. Le jeu, ça sera de le prendre au bon moment et peut-être au soir du 2e contre-la-montre, ça peut être un bon move, par exemple. Bon. Et Thibaut, ouais, autre question que je voulais te poser sur la vue du parcours. Alors, Roglic et les UAE vont un petit peu scénariser et un petit peu délaisser, voilà, selon votre analyse qui est aussi la mienne, un petit peu délaisser les 2 premières semaines pour se réserver pour la fin. Donc évidemment, faudra essayer de faire le moins d'efforts possible, faudra essayer d'économiser le plus possible les équipiers. À quel moment j'ai presque envie de dire finalement avec le contre-la-montre de la 2e étape et la première et la 3e étape, j'ai envie de te dire, Thibaut, ils vont presque pas être concernés par la lutte pour le maillot rose en première semaine. Je vois pas dans quel scénario un des deux se retrouverait, parce que au soir de la 2e étape, on peut penser que le maillot rose peut être plutôt sur les épaules de Joshua Tarling. Ouais. Il doit passer les bosses sur la première. Il doit y penser. Tarling. Donc, il y en a un autre qui pense, mais je pense que oui, il sera au-dessus d'un Wout van Aert. Mats Pedersen. Comment ça, Mats Pedersen? Non, c'est-à-dire qui c'est qui est au-dessus de en contre-la-montre? Joshua Tarling sera au-dessus sur les 2 premières semaines, sur les deux premiers jours, que Wout van Aert. Oui, voilà, oui. Et derrière, on peut essayer sur la 3e étape de lâcher Tarling dans les gros pourcentages de l'ascension. On sait que voilà, sur les gros pourcentages, Tarling c'est aussi donc en fait, souvent on se pose la question. On a souvent un peu une étape, un peu de montagne au début, avec un gros leader qui récupère le maillot assez vite. Et souvent on se demande à quel endroit ils vont lâcher le maillot pour, on va dire, une équipe un petit peu de second plan qui va travailler pour eux jusqu'aux étapes de montagne. Mais là, finalement, Thibaut, j'ai envie de te dire, la question elle se pose presque même pas, parce que en logique on n'aura pas d'UAE, on n'aura pas de Bora avec le maillot rose dans la première semaine. Oui, techniquement non. Enzo, t'es un peu... J'ai du mal à le voir. Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. C'est au pire Visma, mais en dehors d'eux, on n'aura pas une grosse équipe qui va l'avoir. Ça va changer entre la première et la 2e étape peut-être avec le chrono. Après, le gros point central sur la première semaine, ce sera la 7e étape, avec la première arrivée au sommet, les 3 derniers kilomètres à 10%. Où là, si t'es pas un bon grimpeur, tu peux prendre un beau tir, même si t'es maillot rose et que t'es galvanisé. Mais en dehors de ça, t'as pas de gros trucs où ça peut bouger. J'ai presque envie de dire, Enzo, ce Giro, comme 2022-2023, ça va être full gas pour les échappées quasiment, quoi. Sur le papier, oui. Sur le papier, en tout cas, ça a l'air. Comme je dis, moi, je m'attends pas à ce que les leaders bougent avant la 16e étape. Je serais pas du tout étonné.
bouge. En tout cas, bouge pour aller chercher, pas se rouler dès le départ, imprime un gros rythme pour aller chercher les bonifs. Même si on sait que si Roglic a besoin des bonifs, il fera rouler, il ira les chercher. Mais là, à quelques jours du départ, je pense encore que on va revenir sur un schéma plus classique où les échappés iront se chercher une bonne partie des victoires et les leaders s'en joueront 2, 3 peut-être. Thibaut, pareil, hein, scénario plutôt débridé pour les échappés, quoi. Totalement. Bon. Parfait. Donc on a vos pronos, hein, qui est le mien aussi. Hein, c'est des pronos, c'est pas des paris. Ouais, Enzo. Ouais, est-ce qu'on peut, parce que du coup on a beaucoup parlé des deux favoris, Roglic et Ayuso. J'allais enchaîner sur la suite, Enzo. Ah, pardon, excuse-moi. On y est, mais on a les cerveaux qui se croisent. Bah, vas-y Enzo, hein, si t'as des coups, des mecs qui vont être candidats au podium, au top 10 éventuellement, si t'as repéré un match-up, vas-y. Alors, match-up non, mais pour moi sur la 3e place du podium, j'ai 2 mecs qui se battent un petit peu, et au profil assez différent. Ça va être Landa et Tiberi. Ok, on a presque les mêmes. Ah. Alors Landa, pourquoi parce que je pense que derrière Ayuso et Roglic, c'est le meilleur grimpeur. J'exclus même pas qu'il soit devant un Ayuso en 3e semaine au niveau de la grimpette. Le niveau qu'il a affiché sur le Tour 2024. Alors ok, il finit loin de Pogačar, bien sûr, mais son niveau en montagne sur le Tour de France 2024 était exceptionnel. Et s'il a ce niveau-là sur le Giro, il est minimum top 3 grimpeur, minimum. On n'a que 40 km de chrono, 1 de 13, 1 de 28, ce qui n'est pas énorme. Il va perdre du temps. Et c'est pour ça que je mets Tiberi dans le jeu, c'est parce que je pense que ce sera un de ses principaux adversaires, et Tiberi est un excellent coureur contre la montre, en tout cas pour ce qui est des leaders. L'objectif pour Landa, je pense que ça va être de minimiser la perte sur un mec comme Tiberi ou Arensman à 2 minutes 30 sur l'ensemble des 2 contre-la-montre. S'il parvient à faire ça, en 3e semaine, c'est du temps qui sera totalement récupérable à mon sens. Si ça dépasse les 2 minutes 30, ça va commencer peut-être à devenir compliqué, parce qu'on est sur des ascensions. Tiberi est loin d'être le meilleur grimpeur, mais c'est un très bon grimpeur qui aime les ascensions, qui sont linéaires, tu vois, avec pas des gros changements de rythme. On compte pas les ascensions de l'Espagne, mais ce qu'il va trouver sur le Giro, peu importe si c'est très élevé en termes de pourcentage, tant qu'il n'y a pas de gros changements de rythme, lui ça lui convient. Donc récupérer du temps en 3e semaine sur Tiberi pour Landa, c'est totalement possible. Après récupérer 3 minutes, je pense que ça va commencer à devenir compliqué. C'est pour ça qu'en fait j'arrive pas trop à me décider si est-ce que Landa sera assez fort pour minimiser sur les chronos, ou est-ce que c'est Tiberi qui sera assez fort pour minimiser sa perte sur Landa en montagne. J'ai un gros doute là-dessus. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un Giro qui va jouer aussi un peu à l'expérience, à savoir bien économiser, bien gérer son effort, bien économiser ses forces pour faire l'effort au bon moment. Alors Tiberi, c'est pas le dernier né, hein, il commence à avoir aussi un petit peu d'expérience sur les grands tours, mais moi je sens bien, voilà, le top 5, le top 6 un peu occupé par des vieux briscards. Thibaut, toi ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'un mec bon en chrono peut quand même maximiser et garder son avantage, parce que derrière Tonton, ça va surtout courir de manière défensive et aller chercher seconde après seconde. Donc un coureur comme Tiberi peut quand même aller garder son podium, tu vois, par rapport à un mec qui sera attaquant. Par contre, j'exclus pas qu'un Juan Ayuso, lui, soit totalement éjecté sur j'y une pense des aussi, étapes. ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, l'autre nom qui me vient, c'est pas Landa, mais c'est Egan Bernal. Au vu du parcours de cette 3e semaine, de son tempérament, du fait qu'il revenait en forme et de manière tonitruante en début de saison, qui s'est entraîné, il s'est préparé, il s'est conditionné pour ce Giro. Honnêtement, moi ça me plaît énormément de revoir un Egan Bernal au top de sa condition. Donc tu le prendrais top 3, quoi. Je pense qu'il peut faire une très belle remontada. Enzo a cité l'étape d'Estrade qui peut être à son avantage, mais l'étape
honnêtement, l'étape du Fenestré, elle est taillée et a cri Egan Bernal vainqueur de cette étape. Bah, je suis assez d'accord sur Bernal. Moi, il y a un petit bet qui me plaît bien et que je vais prendre, son top 10 à 2. Ça me semble assez sympathique. J'hésite. À 2 Ouais, top 10 à 2. Comment ça, à 2 ? Bah, son top 10 est à 2. Voilà. Genre, il a 50% de chance d'être dans le top 10. Totalement. Ça te paraît... Il a 70-75% de chance d'être dans le top 10. Bah, moi aussi. Je pense qu'au pire, s'il n'y a pas d'impondérable, s'il va au bout, moi, je le vois top 7, top 8. Enfin, oui. Tu vois, voilà. Et effectivement... Top 7, top 8, honnêtement, c'est un top 5 assez solide, hein, pour moi. Bon, et bah c'est parti. Top 10 à 2, 0,25% de bankroll pour le top 10 de Bernal. Moi, il y en a un autre sur lequel j'hésite. Un peu... alors, le top 10 est beaucoup plus... Voilà, le top 10 était à 2, il a vachement baissé. Il est à 1,60. C'était 1,60, non, j'irais pas. C'était Richard Carapaz. Il est pas ouf depuis le début de l'année, mais je pense qu'il a aussi bien préparé son affaire. Et encore une fois, je vois bien un mec d'expérience. Juste pour rappeler quand même, Bernal revenait très en forme en ce tout début de saison. Il s'est pété l'épaule. Il revient à court de prépa. Il nous fait combien sur le Pays Basque? Il fait 7e, c'est ça? Donc Pays Basque ou Catalogne. Donc depuis derrière, il est retourné en altitude. Il s'est préparé. Donc s'il tient sur son vélo, le top 3, je serais pas surpris. Et s'il finit, je le vois pas en dehors du top 10. On est raccord là-dessus. C'est pas un pimpin au contre-la-montre. Hein. Il est pas mauvais. Il y a une fin de grand tour qui lui colle complètement à la peau. Et puis même à un profil à la Landa, tu vois, cette 3e semaine, elle se prête aussi au profil assez attaquant. Et Egan Bernal et Landa, c'est des coureurs qui peuvent sublimer ce parcours et en tirer leur quintessence. Donc c'est 2 coureurs honnêtement que tu peux voir aller à l'attaque et de concert. Ouais, totalement, ouais. Donc non, on est assez raccord là-dessus. Enzo, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que t'attends éventuellement dans le top 10? Il y a un débat, voilà, il y a un coureur dont on va parler. Il y a un débat sur Mika Storer qui a fait une masterclass sur le Tour des Alpes, analyse de vélo futé. Il est peut-être arrivé un peu trop tôt. Ouais, en forme trop tôt, à savoir un pic de forme. Compliqué d'avoir un pic de forme sur le Tour des Alpes et 4-5 semaines après sur la 3e semaine du Giro. Ah ouais, la 3e, elle va être fatale. Honnêtement, elle va être fatale. Il n'était pas juste fort sur le Tour des Alpes. Il était incroyable. 3 temps au-dessus de tout le monde. 3 temps au-dessus de tout le monde. Les mecs étaient en préparation pour le Giro. Lui était en pleine 3e semaine. Là, c'est pas possible. Ouais. Enfin, je critique pas. Je mets pas en cause son niveau. Je veux dire, je comprends que il a ça en lui. On avait déjà vu ça en 2021 sur la Vuelta, on l'a déjà vu sur d'autres courses, il l'a en lui. Maintenant, est-ce qu'il a en lui le fait de tenir cette forme-là jusqu'à fin mai? Je pense pas. Oui, non, mais je suis assez... je suis assez... Sa cote, elle était à 100 pour gagner le Giro, elle est descendue à 17 après le Tour des Alpes, mais ça, c'est la culture de l'instant, quoi. Non, moi, par contre, pour le top 10, c'est l'année. C'est maintenant. Ça y est. Cette fois, c'est sûr. Il va le faire. Je vous promets que c'est 2025. C'est Ciccone. Il va rentrer dans le top 10. Je vous le dis. Bon. Voilà. Là il vient jouer le classement général. Ouais. Il fera pas... Allez, pour moi, il fait 6-7, mais il sera dans le top 10. D'accord. Le top 10 de Giulio Ciccone à 1,83. Thibaut, si tu as un dernier nom à nous donner, top 3, top 10, éventuellement un match-up que tu aurais vu? J'ai pas regardé les match-up, les top 10 non plus, donc honnêtement, non, moi je reste sur mon avis et honnêtement, je pense que Primož Roglič va gagner devant Egan Bernal et Tiberi en 3e position.
Et un grand merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de ce 284e épisode du Coup Tordu. Alors pour le Giro, pour le Tour d'Italie, ça ne fait que commencer puisque 4 autres épisodes arrivent juste derrière. Dans le prochain épisode, on va se retrouver avec Latib et avec Phoenix pour un épisode consacré aux électrons libres. Qui va prendre l'échappée, qui passera le plus de temps en tête sur ce Giro 2025. Pourquoi est-ce important d'avoir les bons électrons libres pour gagner au jeu de fantasy? On va tout vous expliquer dans le prochain épisode du Coup Tordu.